Nous avons maintenant compris comment et en quoi les doses sonores d'e-doseurs affectent notre cerveau. Nous vous proposons maintenant d'écouter quelques échantillons des doses d'e-doseurs. Cependant, le ressenti ne peut pas être optimal car les conditions d'écoute ne sont pas respectées. Voici dans un premier temps un exemple de battement binaural. Mais on peut alors se demander si ces doses sont réellement des drogues. Nous nous sommes renseignés auprès de M. Ougier, spécialiste en psychoacoustique et neuropsychologie, qui a accepté notre interview. Bonjour à tous, donc avec nous aujourd'hui M. Ougier, qui est un spécialiste en neuropsychologie. Bonjour M. Ougier. Bonjour à tous. Donc alors d'après vous, quelle serait la remise en question d'e-doseurs en matière de drogue auditive à proprement parler? Mais d'abord, est-ce que vous pourriez plutôt nous définir ce qu'est une drogue, de manière à ce que nos auditeurs comprennent justement de quoi on veut parler? Oui, alors en fait, une drogue c'est une substance, ou enfin un composé quoi, chimique ou naturel, et qui agit sur le cerveau, donc sur les neurones, les transmissions, les connaissances, tout ça. Et donc ça cause plusieurs troubles, qu'ils soient psychiques, psychologiques ou encore physiques. Et après, donc forcément, qui dit drogue plutôt, dit addiction. Ouais. Et donc cette addiction, elle se traduit par le sentiment de devoir augmenter les doses, le besoin, la nécessité, et elle peut être physique ou psychologique. D'accord, donc d'après ces critères, on peut se demander si e-doseurs les respecte justement et peut faire partie de la famille des drogues. Donc il y a justement quelques spécialistes français qui se sont posés la question. Je dis bien quelques-uns puisque en France c'est encore pas vraiment connu, c'est surtout un phénomène américain comme on l'a bien remarqué. Donc quelques scientifiques se sont penchés sur la question, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Ah oui, en fait, la MILDT, donc c'est la Mission internationale de lutte contre les drogues et la toxicomanie, elle s'est penchée sur cette question justement et elle se veut rassurante parce que selon elle, e-doseur ne fait pas partie de la famille des drogues parce qu'il n'y a pas d'addiction et il n'y a pas de besoin d'augmenter les doses comme une drogue classique le devrait. D'accord, donc ce n'est pas une drogue. Donc dans ce sens, Étienne Appert, qui est le magistrat et le président de la MILDT justement, il a déclaré dans le Figaro qu'il n'est pas question de prohiber le site qui fait une opération commerciale, pouvant même relever de l'escroquerie si cela est présenté comme de la drogue. Il ajoute même que le fait de faire passer un produit comme étant un stupéfiant est incriminable. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, selon moi et selon les spécialistes, ces sites ont été créés dans un but marketing tout d'abord. En effet, quand on sait que le prix d'une dose peut aller jusqu'à 200 $, ce qui fait quand même 150 €, ce n'est pas rien, et ben on voit que peut-être e-doseur a voulu tout d'abord vendre son produit, vendre son bien, et pas forcément droguer toute la population mondiale grâce au phénomène interplanétaire qu'est Internet. D'accord. Et donc il y a justement Brigitte Fargeau aussi qui va dans le même sens, donc qui est une neuropsychologue. Elle a écrit un livre sur les battements binauraux qui est intitulé « Les battements binauraux, effets cliniques et neuropsychologiques, perspectives d'application ». Donc elle dit dans cet ouvrage que les effets ressentis par e-doseurs sont notamment basés sur l'autosuggestion. C'est-à-dire que le consommateur pourrait penser qu'il y ait des effets, du coup les ressentir. Et donc elle dit que e-doseur ne pourrait pas faire partie de la famille des drogues, puisque effectivement les effets ne seraient pas vraiment aussi forts qu'on peut le penser. Donc elle dit justement dans son livre qu'il ne s'agit pas d'une drogue dans la mesure où il n'y a pas d'accoutumance au produit, ni de besoin d'augmenter les doses. Donc c'est ce que vous aviez dit précédemment. Cependant, elle ajoute que pour autant, l'effet n'est pas virtuel, il existe de véritables effets mesurables par des tests. Donc, en définitive, on remarque que e-doseur peut être considéré comme un simple tremplin marketing, mais il y a quand même des risques et des effets. Oui, et ben oui, alors, comme le dit ma consoeur, il y a quand même des effets, des risques importants. Et e-doseur ne peut pas cependant être considéré comme une vraie drogue parce qu'il n'y a pas cette addiction ou ce besoin d'augmenter les doses. Mais il faut quand même faire attention aux effets secondaires, aux risques qui entraînent ce procédé et qui ne sont pas à négliger, qui peuvent être très dangereux. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler des risques encourus par l'écoute de ces fameuses doses de e-doseur? Oui, alors en fait cette nouvelle substance qui, comme on l'a montré précédemment, ne peut pas vraiment être considérée comme une drogue à proprement parler, elle n'est pas sans risque. Il faut vraiment faire attention parce que du fait notamment
que la plupart des consommateurs ont un âge assez jeune, C'est vrai. il faut vraiment faire attention. C'est vrai. Et il y a justement aux États-Unis, il y a une étude qui a été faite et il y a une chaîne télévisée d'information qui a voulu faire un reportage sur e-doseur, mais pour vraiment sensibiliser les enfants et les parents à ce nouveau phénomène qui est l'i-dosing. Et on voit notamment sur internet aussi de nombreux témoignages, notamment sur YouTube, de jeunes qui montrent leurs expériences avec e-doseur et leurs effets, leurs ressentis. Donc on voit vraiment qu'il y a des risques qui sont vraiment à considérer. Oui, quand on voit l'ampleur que prend e-doseur sur internet, on se rend compte que les risques encourus sont pas anodins et ils sont donc à considérer et à prendre en compte. Et justement, il y a la MILDT qui veut se faire entendre à ce sujet, et Étienne Appert, leur président notamment, il reste quand même sur ses gardes par rapport au risque e-doseur. Et il a déclaré que comme pour les substances classiques, les drogues numériques peuvent conduire à des situations d'isolement, voire de désocialisation. Il ajoute même que les parents ne doivent pas hésiter à consulter un psychologue si leur enfant ne peut plus se passer de sa dose. Donc il admet quand même ici d'une certaine manière qu'il peut avoir comme une addiction aux doses d'e-doseur et qu'il y a des risques. Oui, mais il faut quand même mesurer ses propos parce que s'il y a une quelconque addiction, c'est dans une moindre mesure et c'est beaucoup moins important que par rapport à une drogue classique comme l'héroïne ou autre chose. Mais cependant, il existe quand même des risques. Par exemple, la désocialisation et l'isolement sont vraiment des risques encourus par les utilisateurs. Il existe aussi des risques physiques, par exemple la tachycardie, qui se caractérise par une augmentation du rythme cardiaque et qui peut devenir un accident très grave chez les adolescents. Et ceci aussi avec l'hyperventilation, qui peut entraîner un malaise vagal, qui est dû à une chute de tension. Cette hyperventilation, cette tachycardie sont dues à des fréquences qui excitent, grâce aux ondes gamma par exemple. Ouais. Et donc tout ça aussi, et on peut rajouter aussi des acouphènes par exemple. Des acouphènes qui sont des bruits, des vromissements, des sifflements dans les oreilles et dans le crâne, qui peuvent être très désagréables. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à e-doseur? Oui, alors les effets secondaires sont aussi très fréquents. Par exemple, pour certaines personnes, il peut y avoir des nausées ou des mal de crâne à cause justement que ces doses sont plus ou moins bien ressenties par les usagers et ça peut provoquer un mal-être. D'accord. Donc les pistes audio de e-doseur aussi, il y a eu quelques expérimentations et quelques conclusions qui disent que ces pistes audio peuvent servir en quelque sorte de porte d'entrée à une réelle toxicomanie chez les utilisateurs, qui pourraient vouloir un peu connaître les réels effets des drogues telles que la cocaïne, s'ils restent sur leur faim avec les battements binauraux de ce site qui est e-doseur. Oui, c'est pour ça que justement e-doseur apparaît plus dangereux que l'on le connaît. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. D'accord. Donc en conclusion, voilà, e-doseur reste vraiment quelque chose de dangereux, bien que ce soit pas une réelle drogue, c'est dangereux notamment du fait que ce soit les plus jeunes qui l'utilisent. Donc, on connaît les nombreux méfaits et les nombreux risques encourus avec l'e-doseur, mais cependant la science a quand même réussi à découvrir certains bienfaits liés à l'utilisation de l'e-doseur. Et vous pouvez nous en parler un peu de ces bienfaits qui sont, je crois, notamment liés aux battements binauraux plus généralement? Oui, c'est vrai qu'ici il faut parler plus généralement des battements binauraux. Et on sait que les battements binauraux ils réussissent à perturber le cerveau. Donc on peut se demander en hypothèse, pourquoi ne pourrait-il pas perturber le cerveau de façon à améliorer ses capacités de manière positive, de manière améliorative? Parce que on connaît le fonctionnement des battements binauraux. Ils cherchent à faire fonctionner les deux hémisphères cérébraux en même temps, à l'unisson, dans le but, ce qui permettrait une utilisation optimale des capacités humaines et des capacités du cerveau. De plus, on sait par exemple en médecine que les ondes alpha notamment, elles peuvent être utilisées pour relaxer ou faire déstresser les patients avant une opération chirurgicale par exemple. Et de plus, Brigitte Fangeau dit dans son ouvrage que ces battements binauraux aussi, peuvent avoir une certaine importance en améliorant des capacités cérébrales et des capacités humaines, comme la mémoire ou l'attention par exemple. Donc en définitive, grâce aux études dont nous a parlé M. Auger, on peut voir que les battements binauraux utilisés par e-doseur peuvent servir à des fins amélioratives, notamment dans le côté médical. C'est ce qui également nous permet de le caractériser en quelque sorte de non-drogue. Cependant, il y a tout un aspect dangereux de e-doseur qu'il faut vraiment considérer et prendre en compte, notamment du fait que ce sont les jeunes générations qui utilisent majoritairement ces nouvelles doses musicales. On comprend dans ce reportage comment la musique peut être détournée à des fins commerciales et dans le but de droguer les consommateurs en modifiant les fonctions du cerveau. Le phénomène grandissant de e-doseur
et caractérisée sur Internet comme étant la nouvelle drogue du XXIe siècle, semble cependant susciter un débat au sein des spécialistes et utilisateurs. En effet, les battements binauraux agissent sur le cerveau et sur l'analyse des sons perçus par l'oreille en perturbant le cerveau humain. Mais les ressentis auprès des consommateurs sont variés. D'autre part, les spécialistes s'interrogent sur la réelle dangerosité de cet effet de mode. Effectivement, d'un côté, l'inquiétude des parents semble pouvoir s'atténuer, et certains scientifiques se veulent rassurants et prônent même les bienfaits des battements binauraux. Cependant, d'autres mettent l'accent sur les éventuels dangers de l'eye-dosing. En définitive, bien que les battements binauraux dits doseurs perturbent clairement le cerveau, les doses de ce logiciel ne peuvent être considérées comme une drogue à proprement parler. La méfiance doit quand même être de mise car les battements binauraux peuvent être dangereux. Ces mêmes battements binauraux sont également utilisés dans d'autres circonstances et ont suscité un débat d'une ampleur plus importante quelques années plus tôt. En effet, le véritable scandale a éclaté au début des années 2000, où certains prisonniers de Guantanamo ont accusé l'armée américaine d'utiliser de la musique sous forme de battements binauraux modifiés dans le but d'affaiblir psychologiquement ces détenus. Depuis, d'ex-détenus ont témoigné et accuseraient les États-Unis de pratiquer des tortures musicales sur ces prisonniers. En effet, dans plusieurs témoignages, on imagine les détenus, assis sur une chaise, pieds et mains liés, écoutant pendant plusieurs heures des musiques qualifiées d'agressantes. Ces pratiques seraient utilisées dans le but de briser mentalement les prisonniers de Guantanamo. Ceux-ci appréhendent d'autant plus ce type de torture, plutôt que les sévices physiques, puisqu'ils ne peuvent pas se préparer mentalement à cette épreuve et pensent devenir fous à l'écoute de cette musique. Depuis, de nombreux artistes et associations, quelques 0 décibels, se sont réunis pour faire interdire ces pratiques et s'unissent dans ce combat autour d'une silent protest. Nous sommes ici bien loin d'un prétendu fléau qui touche les adolescents en manque de sensations fortes.